Je vais repasser en anglais pour présenter le prochain orateur. Et c'est tellement formidable à chaque fois que la technologie fonctionne, même à 5 heures du matin, parce qu'il est 5 heures du matin sur la côte est des États-Unis. Merci beaucoup, professeur Rifkin, d'être avec nous, aussi, d'être aussi matinal là-bas. Le siècle des biotechnologies, l'âge de l'accès, la fin du travail, le rêve européen, l'économie de l'hydrogène, la civilisation empathique et enfin la troisième révolution industrielle. Quelques-uns des 19 livres, certains d'entre eux traduits dans 35 langues, publiés par la personne qui va nous parler dans une seconde, professeur Jeremy Rifkin, qui est diplômé en économie et en affaires internationales, qui est professeur à l'Université de Pennsylvanie aux États-Unis et président de la Fondation sur les tendances économiques. Professeur Rifkin, merci beaucoup d'être avec nous par vidéoconférence. Et maintenant, on va vous écouter avec impatience. Je sais que vous avez écouté la fin de la conférence, la présentation de Sunita Narain. Elle a parlé de la manière, de la façon de vivre américaine. Je sais qu'elle aura une question à la fin de votre présentation. Et je vous l'ai déjà dit, donc vous le savez. Merci beaucoup d'être avec nous et à vous la parole. Bonjour, bienvenue à toutes et tous. Alors, je voudrais savoir si vous m'entendez suffisamment clairement, vous qui êtes dans le public. Il semblerait que cela fonctionne effectivement comme il se doit. Tout d'abord, j'espère que vous allez m'écouter par rapport à ce que j'ai à vous dire au cours de ces 5 dernières années. Je pense que nous avons été confrontés à toute une série de nouveaux développements qui font en sorte que cette nouvelle révolution va reposer dans une large mesure sur les combustibles que nous allons utiliser. Alors, je voudrais revenir sur ce qui s'est passé en 2008. Nous avons eu des pics au niveau des prix du pétrole brut. Nous avons atteint des pics à ce niveau-là en termes de prix du baril. Nous avons bien entendu été confrontés parallèlement à cela à un écroulement de l'économie mondiale. Nous avons été confrontés à un véritable tremblement de terre au niveau de la révolution économique. 60 jours plus tard, le marché économique, le marché financier plutôt, était encore confronté à des ondes de choc persistantes qui étaient liées à ces événements. Et nous avons bien entendu essayé d'agir au mieux pour contrer l'énormité de cette crise à laquelle nous étions confrontés. Alors, le prix du pétrole qui atteint des pics à ce moment-là a fait en sorte que nous sommes rendus compte du fait que nous utilisions tous du pétrole dans tous les secteurs possibles et imaginables, au niveau agricole, pour les pesticides, etc. Quels que soient les secteurs, nos fibres synthétiques sont bien entendu transformées grâce au pétrole. Tout fonctionne sur base du pétrole. Alors nous avons eu l'âge de bronze, l'âge de pierre, etc. Au niveau des générations futures, nous pourrions nous poser la question de savoir quelles seront les perspectives qui pourront se dessiner. Donc, au niveau de la chaîne d'approvisionnement, il est vrai que nous avons été confrontés à quelques secousses. Nous avons eu des troubles qui étaient liés aux denrées alimentaires dans toute une série de pays du monde. Le prix de toute une série de céréales ont été multipliés par 2, eu égard aux retombées de cette crise et de ces événements auxquels j'ai fait allusion. Donc, nous avons parlé du prix du pétrole brut, $147 le baril, et ceci a fait en sorte qu'il y a eu un véritable écroulement de notre économie. Cela s'est produit tout simplement parce que nous avons
été confrontés à toute une série de difficultés qui étaient liées à l'augmentation du prix. Nous avons été confrontés à toute une série de difficultés, notamment au niveau des réserves de pétrole. Et nous avons été confrontés également à toute une série d'autres difficultés qui se sont déroulées en parallèle. Nous avons été confrontés à toutes ces difficultés, tout simplement parce que nos réserves ont été épuisées. Nous avons fondé notre dispositif sur un système géologique tout à fait traditionnel. Now, there's been a lot of controversy among geologists about when we hit peak oil. Then in 2011, the International Energy Agency, who we all rely on for our oil forecasting, dropped a bombshell. They said it looks like we peaked on global oil production at 2006 at 70 million barrels of crude oil a mais la day, qualité du son en and will cabine likely plateau down to 69 million barrels at least of crude oil a day. But listen to this. De résonance qui est très très The désagréable et IEA qui nous empêche says it'll take véritablement upwards d'entendre of haut et clair $8 ce que trillion M. Rifkin dit. Je suis to désolée. get that remaining oil out in the Moi, next j'entends 20 pas years. bien, j'ai un effet cathédrale, toi aussi. Moi, je So when n'arrive pas, China je n'entends vraiment pas. and J'ai un Asia effet cathédrale. brought in the developing world into the second industrial revolution in the Pour latter cette stages, deuxième révolution at an 8, industrielle, 9, on 10, a eu 11% growth rate, des taux de croissance the de aggregate 10-11%. demand against the reserves of Et crude oil were just so great. par rapport aux Oil prices go réserves, up, all the other prices go up, the soit economy ça shuts montait, down. soit ça descendait, et l'économie We are now in atténuée. 5-year On est cycles, maintenant dans des 4 or cycles 5-year de cycles 4-5 growth, ans de slow down, growth, croissance, slow down. It's an end game. Let me explain. In etc. 2009, Donc en oil went down 2009, 30 a barrel. on est Because descendu there de was no 30 economic parce activity. qu'il n'y avait pas d'activité As économique. soon as we started to Dès qu'on replenish a inventories in 2010, oil remis les prices went stocks up, en all the 2010, other les prices prix ont went up. augmenté, les autres In the prix ont first quarter augmenté. of Et 2012, premier trimestre we had a 2012, smaller peak of on a un 123 petit a barrel. pic And Unilever and et Colgate Unilever Palmolive, et the Colgate two major consumer companies, announced profits are down. ont augmenté des, Because the oil ont price annoncé forced their des consumer profits product parce prices que up les and purchasing produits power is slowing down ont again. augmenté, We le are in a pouvoir second d'achat a diminué. slowdown On est of dans the un economy. deuxième ralentissement de So l'économie. these cycles of 4 Donc or ces 5 years cycles of growth de and slowdown are 4-5 here to ans stay. This is absolutely an de end croissance game. et de Now ralentissement we have other fossil fuels. We reviennent. have On a tar aussi sands in d'autres Canada and heavy oil in Venezuela, shale gas in America and différents around the world. combustibles They're more fossiles expensive. comme les They're gaz more de schiste, scarce etc., fuels. qui sont plus And they also rares et lead to plus the chers second et qui major entraînent event of the last le deuxième événement decade, and that's de la Copenhagen. deuxième climate change. décade, c'est le changement climatique, In Copenhague. December 2009, Et en world leaders décembre come together 2009, from les leaders se 192 sont countries regroupés de to address 192 the entropy pays bill pour for the industrial age. If parler we have any engineers in the de audience l'âge industriel. today, Si on a des ingénieurs you know dans that we le cannot public, on escape sait qu'on ne peut the pas second law of thermodynamics. changer We la are deuxième paying loi the de entropy thermodynamique. bill. This is On not a paye metaphor. la facture We d'entropie, spew ce n'est pas une massive métaphore. amounts of CO2 On a des and grandes methane quantités de CO2 et de and nitrous méthane oxide into the et atmosphere dans during the l'atmosphère first and second pendant industrial les revolutions of the première et 19th and deuxième 20th century. révolutions industrielles du And 19e et now, 20e the long siècle. and Et short of it maintenant, is, we just can't get on ne enough peut sun's heat pas back off the planet because enlever of la chaleur the de global la warming planète à gases cause in the des atmosphere. gaz qui sont dans How l'atmosphère. bad is it? Est-ce que It's much worse c'est than we mauvais? are willing to C'est acknowledge. pire que ce qu'on either veut emotionally, accepter intellectually, or in public émotionnellement policy. ou dans les politiques In publiques. 2007, En the UN 2007, panel on climate change issued its le fourth panel assessment report. américain a fait un rapport. 2,500 scientists, 25 125 countries, 2500 20 years of modeling. scientifiques, And 120 the pays. report was Et le rapport disait, c'était vraiment, ça ouvrait les yeux. Et les scientifiques nous disaient, on peut voir une augmentation de quelques degrés Celsius pendant ce siècle. Donc c'est un scénario moyen. Mettons ça en perspective. Si on augmente de 3 degrés seulement pendant ce siècle, et ça c'est vraiment conservatif, on va revenir à 3 millions d'années en arrière, le Pléocène. Et ce qui est effrayant avec le changement climatique, et j'espère que ce message va passer, le changement climatique change le cycle de l'eau, le cycle hydrologique de la planète.
On est une planète bleue, nos écosystèmes sont développés pendant des millions d'années sur la base d'un changement de cycle de l'eau très lent, un cycle hydrologique. Et voilà où est le problème. Pour chaque degré d'augmentation de la température sur la Terre à cause du changement climatique, l'atmosphère absorbe 7% plus de pacification du sol à cause et ça met tout le cycle de l'eau dans l'air. Donc on a plus d'inondations, de neige, plus de sécheresse l'été. Nos écosystèmes ne peuvent pas se réajuster à ces changements radicaux du cycle de l'eau aussi rapidement. Et c'est tout déstabilisé. Donc maintenant, les scientifiques nous disent qu'on est dans la 6e prolongation de ça, de la vie sur cette Terre. On a eu 5 extinctions, c'est 5 extinctions totales. Et chaque fois qu'il y a eu une extinction de vie, ça a été rapide. La chimie de la planète a changé de manière très rapide par rapport à l'évolution. Et en moyenne, ça a pris 10 millions d'années pour retrouver ce qu'on avait perdu avec les extinctions. Et nos scientifiques nous expliquent qu'on est dans la 6e extinction. On pouvait perdre jusqu'à 70% de toutes les espèces de vie sur la planète d'ici à la fin du siècle. Jeff Hansen aux États-Unis a dit qu'avec les projections actuelles, si on va jusqu'à 450 ppm, et apparemment on a dépassé, on ne va pas monter de 3 degrés, on va monter de 6 degrés en température dans ce siècle. Et c'est une paraphrase, et ce sera la fin de la civilisation humaine telle qu'on la connaît aujourd'hui. Et comme mon épouse le dit, on ne se rend pas compte de l'énormité de ce moment. C'est une crise d'espèces. 99,5% de toutes les formes de vie qui ont jamais existé sur cette planète sont venues et vont repartir. Et la plus jeune espèce, on est vraiment des bébés dans cette biosphère. On va faire ce qui est impensable. Donc maintenant, il faut se poser la question, qu'est-ce qu'on fait? Je vais partager une anecdote avec vous. On est en Allemagne et la chancelière m'a demandé de répondre à comment faire croître l'économie allemande pendant ce siècle. Et c'est le pays le plus robuste au niveau industriel. Quand je suis allé à Berlin, la première question que j'ai posée à la chancelière, c'est comment est-ce qu'on peut faire croître l'économie allemande ou celle de l'Europe ou de la monde dans les dernières étapes de cette crise énergétique où les technologies ont perdu la productivité, l'effet multiplicateur et tout ce qui est basé sur le carbone n'est plus durable. On doit avoir une nouvelle vision économique pour le monde. On doit avoir un nouveau plan pour aller vers cette vision. Et c'est aller le plus rapidement vers les nations émergentes et encore plus vite que dans les pays industrialisés. On doit vraiment être sans carbone d'ici 2035. Pas faible carbone, mais sans carbone, zéro carbone. Si on veut avoir une chance très faible de surmonter cette crise, le changement climatique. Donc on doit se poser la question, comment est-ce que les grandes révolutions économiques se font ici? Parce que ça nous donne une feuille de route sur le plan qu'on doit développer. La grande révolution économique dans l'histoire vient quand des nouveaux régimes énergétiques apparaissent. Ils rendent des civilisations plus complexes possibles. Mais ces nouveaux régimes énergétiques demandent des nouvelles révolutions de communication qui doivent gérer les complexités des nouveaux régimes énergétiques. Dans toute l'histoire, quand les révolutions énergétiques convergent avec des révolutions de communication, ça change le paradigme économique, ça change les consciences et l'histoire. J'ai écrit un livre sur l'impact de civilisation avant la révolution industrielle qui regarde ces changements de paradigme dans l'histoire et les résultats. Donc je ne vais pas entrer dans les détails ce
matin, mais si on regarde le 19e siècle, la première révolution industrielle, on a une convergence des communications et de l'énergie. On est passé des presses manuelles d'impression aux impressions. On a pu produire des matériaux imprimés très efficacement. Les coûts de transaction étaient faibles, comme l'Internet aujourd'hui. Puis on a les écoles publiques. On a créé une force de travail alphabète et des gens qui pouvaient gérer une révolution industrielle basée sur la vapeur. Donc imaginez organiser la révolution industrielle avec des analphabètes, on ne pouvait pas le faire. Il fallait des compétences de communication. 20e siècle, deuxième révolution industrielle, nouvelle convergence des communications et d'énergie. L'énergie centralisée, le téléphone, la radio et la télévision qui sont devenus les médias de communication pour gérer, coordonner une économie plus diffuse, plus suburbaine et une culture de consommation de masse. Ça, c'est maintenant, les énergies ne vont pas diminuer. Les technologies sont vieilles, les infrastructures ne suivent plus. On est exactement en ce moment en Europe et partout dans le monde, juste en train de voir une nouvelle convergence de communication et d'énergie qui pourrait nous amener vers une troisième révolution industrielle. Peut-être juste à temps pour faire face à l'énormité de la crise qui nous frappe. On a une révolution de communication très puissante ces 20 dernières années, les PC et l'Internet. Ce qui est intéressant pour moi, je suis peut-être le plus vieux dans la salle, je suis un vieux de la Deuxième Guerre mondiale. J'ai grandi avec un système centralisé, du haut vers le bas, que ce soit les télévisions. Et ce qui est intéressant avec la révolution d'Internet, c'est que ce n'est pas du haut vers le bas, c'est plus centralisé, c'est distribué, c'est organisé de manière collaborative. Et la communication Internet, c'est latéral, c'est pas un pouvoir centralisé. Et ce qui est toujours incroyable, on a fait ça en 20 ans et aujourd'hui, on a un tiers de la race humaine, 2,5 milliards de personnes avec un petit téléphone portable. Et aussi bien dans les mondes émergents que les mondes industrialisés. Des petits ordinateurs, des PC portables, parfois $25. Et ils interagissent les uns avec les autres avec un système de communication distributif qui leur donne un pouvoir latéral plus important que toutes les télévisions du XXe siècle. On a fait ça en 20 ans seulement. L'Internet a vraiment commencé en 92 et c'est seulement la moitié de l'histoire. Maintenant, cette révolution Internet qui est distributive, collaborative et qui donne un pouvoir latéral commence à fusionner avec des nouveaux régimes énergétiques, les énergies distributives qui sont organisées collaborativement et qui sont avec un pouvoir latéral. C'est vraiment une combinaison parfaite. Qu'est-ce que c'est les énergies distributives? On va les comparer à les énergies précédentes, l'uranium, le pétrole. On ne trouve pas ça dans notre cours. On les trouve et on a besoin d'engagement géopolitique et beaucoup de capital pour les organiser, pour les faire aller d'un endroit aux utilisateurs finaux. Qu'est-ce que c'est les énergies distributives? C'est quand vous serez à la maison, vous aurez toute l'énergie dont vous avez besoin chez vous. Le soleil brille partout dans tout le monde. C'est 45 minutes de soleil peut alimenter l'énergie pendant un an sans problème. 20% du vent nous donne 7 fois plus de puissance dont on a besoin pour toute l'économie mondiale. Sous la terre, dans le monde entier, on a une énergie géothermique qui est prête à être utilisée. Dans les zones rurales, on a des ressources forestières qui peuvent être utilisées, converties en énergie. Dans les régions côtières, dans les populations urbaines, on a les océans, les vagues qui donnent de l'énergie tous les jours. On a assez de déchets. On peut anaérobiquement
convertir ces déchets en énergie. On a assez de ces énergies distributives pour permettre à notre espèce jusqu'à ce que le royaume de Dieu vienne. Donc quand l'Internet va converger avec les énergies qui sont distributives, collaboratives et latérales, on a saut en avant très possible en très peu de temps pour la race humaine. Si on peut y arriver, ça veut dire qu'on doit être sur la même longueur d'onde, pas d'erreur, pas de faux pas, et espérer avoir de la chance, parce que ça va être vraiment quelque chose d'écrasant, mais je ne pense pas qu'il y a un plan B. S'il y en a un, je ne sais pas où il est en tout cas. L'Union européenne a pris un engagement formel pour faire une troisième révolution industrielle, pour changer le paradigme économique et nous mettre en zéro carbone dans ces 50 ans à venir. Il faut développer ce plan avec l'Union européenne ce plan a été accepté en 2007 en juin et maintenant c'est en train d'aller dans les États membres et la Commission européenne et je dis l'Allemagne et le Danemark sont très en avance sur cette troisième révolution industrielle. 5 piliers pour cette nouvelle infrastructure économique. Premier pilier, 20% d'énergie renouvelable d'ici 2020. Un tiers de l'énergie doit devenir verte dans chaque région, y compris la Belgique, dans le monde entier. C'est une obligation, pas une suggestion. Comment est-ce qu'on collectionne, comment est-ce qu'on récupère l'énergie distributive en Italie, dans les pays où il y a beaucoup de soleil, on peut récupérer le soleil et le transmettre dans les autres régions. Et on peut, mais je peux vous dire, je ne pose pas ces utilisations concentrées d'énergie distributive, ça fait partie du mix. Mais ce qu'on a appris dans les années récentes, c'est qu'on ne peut pas gérer l'énergie avec ces points centralisés. Il n'y a pas assez de charge, de capacité de charge. Donc les énergies distributives sont partout. Pourquoi est-ce qu'on les prend qu'à un point central? Ça, c'est la réflexion centralisée du XXe siècle, du haut vers le bas. L'énergie distributive sont partout en Europe. Pourquoi est-ce qu'on peut les récupérer partout? Partout, il y a des infrastructures humaines. Donc des bâtiments, il y en a partout. On a 191 millions de bâtiments dans l'UE, des maisons, des usines. Ces bâtiments, dans le monde entier, utilisent le plus d'énergie et créent le plus de CO2. Et la deuxième cause de changement climatique dont on ne parle jamais, c'est le bœuf, la production et l'élevage. Et le 3, c'est le 1, c'est les bâtiments, le 3, c'est les transports. Et dans 180, aucun gouvernement n'a fait de déclaration sur la cause numéro 2 des changements climatiques, la production de la viande et l'élevage. Est-ce qu'on est vraiment sérieux si on ne peut pas changer nos habitudes alimentaires et changer? Mais le problème numéro 1, c'est les bâtiments. C'est eux qui créent le plus de CO2. L'objectif est de convertir chaque bâtiment existant en Europe pour être autonome, passif, récupérer le vent, le soleil, la chaleur avec des pompes à chaleur, les déchets à convertir en énergie. Le deuxième pilier, c'est la construction. Ça va nécessiter des millions d'emplois pour convertir toutes les infrastructures de bâtiments en Europe pour que chacun ait sa propre centrale énergétique. Voilà une analogie. En 1970, on avait très peu d'ordinateurs centraux, des entreprises qui partageaient l'information. Puis un jeune Steve Jobs a inventé l'ordinateur personnel. Aujourd'hui, la race humaine envoie des SMS à zéro coût marginal. Et on a fait ça pendant 20 ans. Aujourd'hui, on a en Europe et dans le monde quelques sociétés d'électrique qui génèrent et nous on l'achète passivement. Mais déjà en Europe, avec on a 7,9 millions de bâtiments et de sites locaux qui génèrent leur propre énergie. L'Allemagne
On va parler de l'Allemagne. Le premier pilier en Allemagne, on est déjà à 20% d'électricité verte depuis l'année dernière. Et ils visent maintenant 35% dans les 6 années à venir. L'Allemagne, pilier 2, est en train de convertir 1,6 million de bâtiments, 1 million de bâtiments qui produisent un peu d'énergie. Donc, sur les millions de sites en Europe et dans le monde qui produisent un peu d'énergie distributive, d'ici quelques années, des dizaines de millions de bâtiments vont produire de leur propre énergie. Dans 20 ans, plusieurs centaines de millions de bâtiments seront convertis pour produire un peu de leur propre énergie. Donc, on a le même stratégie que pour aller des ordinateurs centraux vers les ordinateurs personnels. On voit la même courbe exponentielle dans les énergies renouvelables, solaire et vent. Après, l'étape suivante, c'est géothermique et la biomasse. Donc, le prix actuel, le prix réel de ces énergies va être tellement peu cher dans 20 ans que ces technologies seront aussi peu chères que les téléphones portables. Et quand ça va se produire, le soleil est gratuit, le vent est gratuit, le géothermie c'est gratuit, le déchet c'est gratuit. Donc, comme on a créé l'infrastructure pour la révolution des communications qui maintenant coûte très peu, chaque élément d'information qu'on s'envoie est pratiquement gratuit. Ça va se produire aussi avec l'énergie. C'est le pilier 2. Chaque bâtiment est une centrale énergétique. Troisième pilier, c'est un défi. Le problème, c'est que le soleil ne brille pas toujours en Belgique. Il y a parfois des nuages. Et donc, c'est des énergies intermittentes qu'il faut stocker. Dans l'UE, on peut faire du pompage d'eau, les batteries, les condensateurs, etc. On s'est demandé sur l'hydrogène au centre du réseau de stockage, parce que c'est ça dont on est composé. C'est l'élément de base de l'univers. C'est modulaire, on peut l'utiliser dans le bâtiment ou dans un grand complexe. Donc, si vous avez une maison avec un panneau solaire, vous avez de l'électricité. Si vous n'avez pas besoin de toute cette électricité, vous pouvez mettre le surplus dans un tank. Vous pouvez le mettre avec une anode et une cathode. L'H2O, l'hydrogène se sépare de l'eau et quand le soleil ne brille plus, on prend l'hydrogène, une pile à combustible, et on le retransforme en électricité. Donc vous avez un stockage de 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Une très petite perte thermodynamique pour les ingénieurs par rapport à la chaîne de l'uranium, de toutes les pertes qu'on a du puits de pétrole jusqu'à l'utilisateur final. Donc pilier 3, l'hydrogène pour le stockage. Pilier 4, c'est là que l'Internet va converger avec les énergies distributives pour créer un système nerveux pour ce nouveau paradigme économique. On utilise des technologies pour convertir le réseau à un Internet de l'énergie, si on veut. Donc des millions de bâtiments vont produire un tout petit de leur énergie, un tout petit peu de leur énergie verte, le stock dans l'hydrogène, comme on stocke les médias sous forme numérique. Et si on n'a pas besoin de cette énergie et qu'on a le temps, on peut programmer pour vendre l'énergie verte dans un Internet de l'énergie jusqu'à la frontière de Russie. Et au lieu de partager les informations, on partage l'énergie. Hydrogenics travaille avec EA et pour le stockage d'hydrogène dans une structure. Et le pilier 4 en Allemagne, Deutsche Telekom fait partie de notre groupe, est en train de tester l'Internet de l'énergie distributive dans 6 régions. Pilier 5, le transport. On aura en 2004 à 2016 des piles à combustible partout. On pourra mettre nos véhicules partout où il y a de l'énergie verte dans les bâtiments, les brancher. Et partout où on ira en Belgique, il y aura
des prises dans tous les parkings pour avoir de l'électricité verte ou vendre l'électricité dans les batteries au réseau. Vous pouvez aller à Bruxelles ce matin dans le Parlement. Vous pouvez voir des gens qui sont connectés et ils sont dans la rue et on peut utiliser ces voitures pratiquement gratuitement. C'est pas académique, c'est pas théorique, c'est réel. Ces 5 piliers simples seuls sont seulement des composantes. Quand on les met ensemble, ça crée une plateforme technologique générique et une infrastructure pour un paradigme économique complètement nouveau qui changera la société fondamentalement et changera les consciences d'une manière profonde. La deuxième révolution industrielle, ce n'était pas seulement l'automobile. Il y avait l'électricité centralisée pour utiliser des outils pour l'assemblage. Mais il faut avoir aussi les pipelines et les autoroutes et l'électricité centralisée envoyée vers la région rurale pour créer des banlieues, avoir la communication. Tout est intégré, c'est l'infrastructure. Comme la troisième révolution industrielle. Et ne faites pas l'erreur que le président Obama a fait. Il était au bon endroit, il voulait avoir une économie verte, il veut toujours une économie verte. Mais notre président dépense des milliards et des milliards de dollars de notre argent, à nous Américains, sur des projets de silos. Il a une usine de batterie d'un côté, une fabrique de panneaux solaires d'un autre côté, sans les connecter. Il n'a pas compris, et Washington n'a pas compris, que l'économie verte et les révolutions de l'énergie et de la communication, tout doit intégrer ensemble. Et je vais donner un exemple. En Europe, on a quelque chose qui a beaucoup de succès. On a beaucoup de gens qui génèrent de l'énergie verte au pilier 1, mais on n'a pas le pilier 3 assez haut pour le stocker. Donc on perd 3/4 des kilowatts. On a le besoin du vent pendant le jour. On n'a pas trouvé comment stocker. Pareil pour le soleil. En Allemagne, pendant les jours d'été, on a une crise d'électricité parce qu'il y a tellement de soleil que les sociétés d'énergie doivent payer trop cher aux consommateurs. On doit stocker ces énergies pour pouvoir les utiliser d'une manière rationnelle. On a également, ce qui a beaucoup de succès, il y a des régions qui ont 70% d'électricité verte. Le problème, quand des millions d'acteurs essaient de mettre l'électricité verte dans le réseau, ne peuvent pas le faire facilement parce que le système pilier 4, cerveau mécanique, a 60 ans et il ne va que dans une direction et il a besoin de 20% d'électricité. Donc il faut avancer sur pilier 4 et les autres entreprises sont préoccupées parce que si les sociétés d'automobiles ne vont pas pouvoir lancer leurs voitures, donc tous les piliers sont intégrés. Les 5 piliers de cette troisième révolution industrielle, c'est le pouvoir aux personnes de manière figurale. C'est vraiment le pouvoir et l'énergie aux personnes. Et ça change de paradigme économique. Les sociétés de musique n'ont pas compris le pouvoir latéral. Quand des milliers de jeunes se sont regroupés et ont créé des logiciels pour partager la musique, les majors pensaient que c'était une blague et après ils ont perdu leurs activités. Les journaux n'ont pas compris la nature collaborative et le pouvoir latéral peer-to-peer sur de la blogosphère. Et maintenant les journaux et l'industrie de la publication sont en train de voir leur existence menacée. Comme la démocratisation de l'information a été importante avec Internet. Et quand Internet commence à structurer la révolution de l'énergie, on doit essayer d'imaginer chacun sur cette planète qui va avoir dans son propre voisinage la possibilité de générer l'énergie et de la partager dans l'Internet de l'énergie avec d'autres personnes. Comme on a créé d'informations, l'enregistre dans des médias numériques et on partage avec les espaces sociaux
de l'Internet. Cette révolution économique change le paradigme. On a entendu parler de l'impression 3D, la nouvelle révolution de fabrication. Ça, c'est la révolution de la troisième révolution industrielle. Ça n'a rien à voir avec la deuxième révolution industrielle. On a maintenant des centaines de sociétés qui utilisent l'impression 3D ou l'imprimante. Un logiciel open source, pas de propriété intellectuelle, le logiciel dans l'imprimante, comme une imprimante à la maison, et ça fond du métal ou du plastique, et couche par couche. Ça permet de créer un produit tridimensionnel avec des pièces mobiles qui sortent de l'imprimante directement. C'est la même chose avec l'information. Des centaines de personnes qui travaillent, ça va plus vite que l'Internet au début des années 92. Et ce qui est intéressant avec l'impression 3D, c'est que c'est une fabrication latérale et collaborative. Donc quand on regarde, on commence à créer une infrastructure de troisième révolution industrielle dans n'importe quelle région de Belgique. Ça veut dire que des PME locales peuvent être équipées d'une imprimante 3D et commencer à créer leur propre ligne de produits. Et les impressions 3D utilisent un dixième des matériaux des usines traditionnelles parce que le logiciel crée le produit au fur et à mesure. Donc il n'y a pas de déchets dans une entreprise centralisée. On a des découpes, on a des soudures et on crée le produit final. Imaginez en impression 3D dans l'Inde rurale ou en Belgique, dans les banlieues. Et vous avez troisième révolution industrielle, une infrastructure pour cette troisième révolution industrielle. Donc l'usine fait un produit avec un dixième des matériaux requis. On va alimenter les petites PME avec l'énergie verte produite localement par la communauté. On peut vendre les produits sur un site mondial comme Etsy où 900 000 petites entreprises font leur pub gratuitement et 50 millions de consommateurs se connectent avec ces entreprises. Et les coûts de marketing sont pratiquement zéro. Et si vous êtes une PME en Belgique ou à Delhi ou ailleurs et vous voulez mettre votre produit sur le marché, vous avez le logistique verte, vos transports sont alimentés par votre propre électricité verte. Donc on démocratise l'information avec l'Internet. L'Internet démocratise l'énergie et chacun a la possibilité de créer sa propre énergie à un coût marginal proche de zéro. On utilise l'impression 3D et la fabrication 3D pour que la fabrication puisse être locale ou régionale. Et l'électricité de l'usine vient de la locale et tout ça est localement. C'est ça le pouvoir aux gens. La première et deuxième révolution industrielle était verticale parce qu'on avait des communications centralisées et tout était cher, énergie centralisée. Donc on avait une logistique centralisée, un transport centralisé, des usines centralisées pour avoir un effet d'échelle. La troisième révolution industrielle est distributive, collaborative et latérale. Et c'est un pouvoir latéral et c'est un changement générationnel. Pour ma génération, le pouvoir latéral, c'est un oxymore. Comment est-ce qu'on peut avoir pouvoir latéral? Pouvoir, c'est toujours pyramidal, c'est centralisé. Des grandes civilisations hydrauliques jusqu'à la deuxième révolution industrielle. Mais pour une génération plus jeune qui a grandi avec Internet dans le monde entier, le pouvoir latéral a un sens parce qu'ils interagissent les uns avec les autres, ils investissent d'une manière collaborative dans leur partage d'informations. Quand les jeunes sur Internet parlent de pouvoir, ils n'utilisent pas droite, gauche, capitalisme, socialisme. Ça, c'est des concepts du XXe siècle. Un jeune, comment il juge la génération d'Internet? Ils utilisent une équation différente pour juger les institutions. Il dit, est-ce qu'il y a un gouvernement, que ce soit un parti politique, un système scolaire ou une entreprise? Est-ce que ce pouvoir institutionnel est-il centralisé, patriarcal, du haut vers le bas? Ou est-ce que ce comportement institutionnel est distributif, collaboratif,
ouvert, transparent et latéral. C'est ça le changement générationnel. Et c'est on va passer d'un système centralisé à un système distributif latéral pour la troisième révolution industrielle. L'Union européenne, c'est un plan pour l'UE, c'est l'intégration européenne. Tout le monde demande, est-ce que l'Europe va avancer? Est-ce que le rêve européen est mort? Est-ce que c'est toujours en vie? Qu'est-ce qu'on fait? Maintenant, on sait que c'est pas assez ce qu'on fait. Les nouvelles réformes sont pas assez. On peut les faire et elles sont essentielles, bien sûr. Mais si on veut se baser sur les vieilles technologies de la deuxième révolution industrielle, ça ne peut pas marcher, même avec toutes les réformes. Donc, l'UE a un objectif important. On a le feeling. On est 500 millions de consommateurs dans l'UE et 500 millions dans les pays partenaires d'Afrique du Nord. C'est 1 milliard de personnes. Ce qu'on doit faire maintenant, c'est travailler les uns avec les autres dans chaque région pour mettre l'infrastructure de la troisième révolution industrielle en Europe et dans les régions périphériques pour avoir un Internet sans coût et qu'on partage les réseaux d'énergie pour avoir un réseau de transport post-carbone. Les 5 piliers dans ce continent nous permettront d'intégrer l'Europe en tant que marché unique après le carbone qui soit durable, avec le principe de subsidiarité en haut, disant que tout commence localement et qu'on se connecte plutôt que du haut vers le bas. Je vais vous dire que le monde en développement, ça va aller encore plus vite et j'ai pu travailler avec les fédérations de chambres de commerce en Inde. Et ce qu'on commence à réaliser dans les pays en développement, c'est qu'ils peuvent aller plus vite parce que leur passif, c'est un atout. Il n'y a pas d'infrastructure. Il y a 50 millions de personnes en Inde qui n'ont pas d'électricité. 20% de la race humaine n'a pas d'électricité, rien. Et 20% de la race humaine n'a qu'un accès modéré à l'électricité. Sans électricité, on ne peut pas avoir une vie décente. Donc, dans le pays en développement, comme il n'y a pas d'infrastructure, ils peuvent faire un saut de géant. Je vais vous utiliser une analogie. Ma femme et moi avons une vieille maison. On la rénove depuis 24 ans. C'est vraiment quelque chose qui nous coûte beaucoup. Si on avait construit ça à neuf, on aurait construit en 6 mois une fraction du coût. Donc les Nations Unies ont accepté la révolution industrielle avec les 5 piliers comme modèle pour les pays en développement. Et j'ai rencontré quelqu'un dans une série de réunions et ça a été accepté comme un modèle pour le pays en développement parce que il y a beaucoup d'énergie disponible dans les mondes, beaucoup de ressources dans les pays en développement. Donc on peut commencer à partir du bas et des entreprises dans l'Inde rurale et en Afrique le font comme pour les téléphones portables. Et on n'a pas vu venir les téléphones portables. Des millions de personnes avaient des téléphones portables alors qu'il n'y avait même pas d'électricité. Donc vous pouvez aller dans une zone rurale. Il y a des entreprises qui travaillent localement et je vois une entreprise qui vous donne un panneau solaire et un téléphone portable. Ils vous le louent. Le panneau solaire alimente le téléphone. Il vous donne la lumière et vous pouvez appeler le Credit Union pour donner $1. C'est moins que le coût du kérosène qui pollue. En quelques années, ça se rembourse et vous avez le panneau. Puis vous pouvez créer des micro-réseaux de district à district, de maison à maison et avoir un réseau peer-to-peer. Et on peut avoir une évolution très rapide comme les téléphones portables. Donc en Belgique, en Europe et dans le reste du monde, que ce soit un pays de développement ou en fait la clé de tout c'est l'énergie. Qu'il y ait aucune entreprise ou un pays survive ou échoue
Ça n'aura rien à voir avec les coûts de la main-d'œuvre. Est-ce que ça veut dire une partie plus petite du mix dans la production et la distribution à cause de l'automatisation, les technologies de remplacement? Ce sera tout lié au coût de l'énergie parce que pendant cette période de transition de 20 ans où la deuxième révolution industrielle coexiste, mais qu'on va vers la troisième révolution industrielle, tout va dépendre des coûts de l'énergie, que vous soyez en Belgique, à Singapour, à Hong Kong, où que vous soyez. Donc je vais vous laisser avec ce mot à dire un petit secret qu'aucun économique ne veut que vous connaissiez dans les théories économiques. Quelle est la nature de la productivité? Quelle est la nature de la croissance? Vous pensez que les économistes le savent? Comment est-ce qu'on devient productif et qu'on croit? Quand Robert Solow a remporté le prix Nobel pour la croissance économique, il a sorti le chat du sac. Et Robert Solow a dit on croit toujours dans la sphère économique que le clé pour la productivité et la croissance sont deux facteurs, les capitaux machines par travailleur et l'amélioration des performances des travailleurs. Mais M. Solow a dit, quand on a fait la révolution industrielle, on a trouvé quelque chose d'intéressant. Le capital machine par travailleur et les performances du travailleur ne représentent que 14% de toute la croissance de productivité. Donc, Dr. Robert Solow du prix Nobel a dit où sont les 86% restants de la productivité et de la croissance pour la révolution industrielle. Et il dit c'est une mesure de notre ignorance. Est-ce que vous pouvez imaginer que on ne sait pas. Maintenant, 30 ans plus tard, on le sait. Et moi, je travaille avec Bob Barrios et d'autres personnes qui sont des sommités. Quand vous regardez la révolution industrielle, vous voyez que 86% de la croissance de productivité, c'est l'efficacité thermodynamique. Tout ingénieur dans cette salle aurait pu nous expliquer ça parce que l'économique, on prend la faible entropie qui est disponible dans la matière. La matière, c'est de l'énergie. On la prend de la nature, on la transforme, on la convertit en biens et services et on perd de l'énergie à chaque étape. Et enfin, tout ce qu'on fait repart à la nature et est recyclé. C'est les premières et deuxièmes lois de la thermodynamique, la perte d'énergie qui gouverne l'activité économique. Donc voilà ce que je voulais dire. Si une entreprise ou un pays survit ou échoue dans les 20 années à venir, ça dépendra de leur coût énergétique. Au point si on peut diminuer les coûts énergétiques dans toute la chaîne d'approvisionnement, et même les matériaux sont de l'énergie, comment on peut réduire les coûts d'énergie? Ça va augmenter les rendements thermodynamiques et qui va augmenter considérablement la productivité, mais d'une manière durable, parce que ça va avec les flux de l'énergie mondiale, c'est local, c'est distributif. Donc quand les personnes disent est-ce qu'on peut encore avoir une vie de qualité, pas verte, mais quelqu'un a dit il y a assez de ressources sur cette planète pour répondre aux besoins de tout le monde, mais pas toute la gourmandise de tout le monde. C'est M. Gandhi. Il faut prendre ce slogan et le mettre dans le monde entier. Et avec cette troisième révolution industrielle, on peut diminuer les coûts énergétiques en augmentant les efficacités, en augmentant la productivité, en utilisant moins d'électricité, moins d'énergie, moins de ressources et en augmentant notre productivité considérablement. Donc, le vieil argument où les environnementalistes disent qu'il faut être plus durable et efficace et les entreprises disent nous, on veut de la croissance. Non. La croissance dépend de l'efficacité et de la durabilité. C'est comment on peut mesurer les 86% de productivité et de croissance. Donc ça veut dire plus de prospérité, moins d'utilisation d'énergie, plus d'efficacité. Et dans les dernières minutes qui me restent, je voudrais dire que cette troisième révolution industrielle est logique. Ces 5 piliers, ce sont des choses pragmatiques. La technologie est là, on doit l'utiliser. Il faut enlever les problèmes de carbone et d'énergie non distributive. C'est ça qui maintient la vie sur cette planète. Le pilier 2, bien sûr, il faut collecter ces énergies qui sont partout. Donc on va utiliser les infrastructures humaines, les bâtiments, qui peuvent récupérer les énergies. Pilier 3, on sait qu'on doit stocker ces énergies
Donc on doit mettre en place des stockages d'hydrogène pour avoir une fourniture de 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Pilier 4, on sait qu'on ne peut pas être tout seul dans chaque bâtiment. Il faut partager nos énergies qu'on génère entre les continents. C'est l'Internet de l'énergie. Et 5e pilier, on doit créer un système de transport plus carbone pour qu'on puisse le brancher dans les 4 autres piliers. Si ce n'est pas le plan, j'ai aucune idée de ce que ça pourra être. Et si on veut aller de l'avant, donnez-moi un autre plan pour sauver notre économie et notre espèce. Et j'aimerais l'entendre, mais même avec ce plan qui est émergent bon, ça c'est une grande conversation en Chine ces 6 derniers mois. Le nouveau leadership en Chine a une conversation massive sur les 5 piliers de cette 3e révolution industrielle. Et j'ai été heureux de voir que mon livre a été numéro 1 best-seller en Chine. C'est une bonne surprise. C'est une conversation robuste à tous les niveaux de l'économie chinoise. Ces 5 piliers. La 3e révolution industrielle est un plan. C'est pas un plan énergétique, c'est pas un plan climatique, c'est un plan de paradigme économique qui répond très rapidement aux problèmes économiques et climatiques. Mais même avec un bon plan, il nous manque quelque chose. Je pense personnellement qu'on ne va pas arriver à temps en suivant seulement la technologie. On doit avoir un changement radical de la conscience humaine en une seule génération qui nous sépare, moi, de mes enfants. On doit commencer à penser d'une manière différente. On doit commencer à penser comme une espèce humaine. On doit commencer à penser à tous les êtres humains comme notre famille. Et on doit prendre notre horizon spatial, notre sens d'identité et le mettre dans la communauté indivisible. Ça ne veut pas dire qu'on a tous des liens du sang, qu'on va perdre notre identité nationale. Mais il faut étendre notre identification patriotique au-delà de nos familles, au-delà de nos identités nationales ou religieuses, et avoir une sensibilité étendue pour commencer à voir la race humaine comme une famille, tous les êtres humains comme notre famille, et la biosphère comme notre communauté indivisible. La biosphère et le lien entre la stratosphère et l'océan, tous les processus interagissent pour avoir la vie sur cette belle planète dans l'univers. J'ai l'espoir qu'on puisse passer de la géopolitique à la conscience biosphérique en une génération, et parce qu'on a des gens de 14 ans qui reviennent de l'école à la maison et ils se disent pourquoi est-ce que tu utilises autant d'eau quand tu te rases, tu gaspilles, ou qui disent à maman ou papa pourquoi est-ce que la télévision est en veille alors qu'on l'utilise même pas, ou pourquoi est-ce qu'on a 2 voitures, pourquoi est-ce qu'on partage pas une voiture. Et ça c'est vraiment important pour moi. On a beaucoup de jeunes qui viennent à la maison en Europe, en Amérique, et qui demandent d'où est-ce que vient cet aliment dans mon assiette. Cet hamburger vient de la forêt tropicale. Alors, on a détruit des forêts pour ce hamburger. Et quand ils détruisent les arbres, qu'est-ce qui se passe pour toutes les plantes et les animaux qui vivaient là? Est-ce qu'ils vont éteindre? Et quand les hommes sont détruits, il n'y a plus de pluie pour absorber le CO2 de l'activité industrielle, ce qui veut dire que la température de la planète augmente et des fermiers, des agriculteurs sont inondés, ont des sécheresses et ne peuvent plus nourrir leurs enfants parce que, à cause de ce que j'ai dans mon assiette. Est-ce que les jeunes autour du monde, de l'Inde, dans tous les pays, ils apprennent l'empreinte écologique. Ils apprennent que tout ce qu'on fait a une empreinte écologique qui affecte le bien-être d'autres familles, d'autres communautés, d'autres créatures, d'autres systèmes écologiques. Ils apprennent, comme l'orateur précédent l'a dit, Noita Narain, ils commencent à penser de manière systémique, de manière autodisciplinaire. Ils réalisent qu'on fait partie
d'une seule communauté humaine et que notre bien-être dépend des relations pas seulement entre nous, mais avec toutes les créatures qui font cette communauté biosphérique. C'est la conscience biosphérique. Ça nécessite qu'on commence à développer une civilisation empathique. Est-ce qu'on peut le faire? Je ne sais pas. J'ai un directeur européen qui a un bébé de 6 mois qui sera vivant au XXIe siècle. Je me demande ce que sera la vie à ce moment-là. On doit y croire. On doit croire qu'on peut le faire. Qu'on a le temps et qu'on n'a pas, migré vers une extinction irréversible. Donc il faut mettre tous les efforts ensemble dans cette salle. On a vraiment les éducateurs et les scientifiques, les chercheurs et les politiques, les entrepreneurs qui peuvent commencer à changer ça. Ce qui manque, c'est l'histoire. On a beaucoup d'efforts de silos dans les environnementalistes, les entrepreneurs sociaux, les ONG. On doit construire une histoire de la troisième révolution industrielle. On doit travailler ensemble pour mettre les 3 secteurs ensemble en Belgique, le secteur public, le gouvernement au niveau local, national, régional, avec les comités d'entrepreneurs au niveau local, régional, national, et surtout la société civile, les ONG au niveau local, régional, national. Donc le capital public, le capital marché et le capital social, mettre tout ça ensemble pour créer ensemble un cadre collaboratif pour faire avancer cette troisième révolution industrielle et avec ça, la conscience de la biosphère. Et donc en conclusion, je voudrais dire cela. Je sais que la plupart des gens dans cette salle, beaucoup d'entre vous sont engagés dans cette bataille pendant votre vie tout entière. Vous avez dédié votre vie pour trouver comment vivre dans un monde plus juste, plus durable. On doit redoubler nos efforts maintenant. Parce que si on n'arrive pas à faire ça dans les 5 à 10 ans à venir, on va perdre la bataille. Donc j'ai l'espoir de réduire la température sur la planète, créer un nouveau paradigme économique, commencer à penser en termes de race humaine dans une seule communauté biosphérique et j'espère commencer à améliorer la situation de cette planète. C'est une mission mondiale. Merci, professeur Rifkin. Je pense que votre présentation était véritablement fascinante et je suis à 100% d'accord avec vous concernant le fait que nous pouvons effectivement aller de l'avant sur base des perspectives que vous venez de brosser, de dessiner. C'est quelque chose qui est tout à fait à notre portée. Moi qui viens d'Inde, nous posons justement cette question de l'énergie distributive comme étant la voie à suivre, la gestion de l'eau et cette nécessité d'avoir des énergies qui puissent être distribuées. Mais quoi qu'il en soit, par rapport à ce que vous venez de dire, et je suis impatiente d'entendre votre réponse à la question que je voudrais vous poser par rapport à cela. Je voudrais voir où se situent, selon vous, les principaux obstacles qui pourraient entraver justement la réalisation de cette vision. Et vous, qui venez des États-Unis, comment peut-on faire en sorte que ce message soit pris avec davantage de sérieux? Alors, bien entendu, je voudrais répondre par rapport à cela qu'il y a toute une série de défis. Nous avons parlé d'un changement de paradigme, mais nous parlons ici d'autres intérêts qui peuvent déboucher sur de nouvelles possibilités. Et il est vrai que par rapport à cela, il y a effectivement le pouvoir à donner aux gens, la possibilité de générer cette énergie au niveau local, la distribuer rapidement, et c'est beaucoup plus rapide et probant que ce dispositif centralisé auquel nous avons été habitués. Et ceci devrait nous permettre véritablement d'opérer ce changement de paradigme au niveau de la troisième révolution industrielle. Alors je sais que je ne suis pas le seul à être préoccupé par ces questions. Nous avons par exemple la question de l'industrie de la construction, du transport, de l'électronique qui se pose également toutes ces questions. Il y a bien entendu toute une série de personnes qui vont pouvoir produire leur propre électricité, qui vont pouvoir gérer leur production, gérer tout ce qui tourne autour de l'eau. Alors cela va bien entendu requérir un changement et je crois que c'est un changement générationnel qui est en jeu ici. Il est véritablement important de se dire que chacun peut produire son électricité. Alors en ce qui concerne mon pays, il y a effectivement quelques difficultés. Nous avons cette révolution qui s'organise et s'orchestre très
très rapidement, que ce soit à notre niveau ou au niveau de la Chine, parce que nous savons que beaucoup de choses vont se passer au niveau de la Chine ou dans les économies émergentes. Vous venez d'Inde et vous le savez mieux que moi encore, cette idée de distribution d'électricité, quelque chose qui semble faire son chemin, que ce soit au niveau des petites entreprises ou des ONG. En ce qui concerne par contre les États-Unis et le Canada, nous avons probablement une vision différente. Ce qui est ironique, c'est que nous avons créé la révolution de l'Internet, cette révolution de la communication au niveau de la gestion de la communication, mais il semblerait que nous utilisons bien entendu toutes les possibilités d'Internet, mais nous n'avons pas essayé de l'utiliser pour mettre cela au service d'une distribution de l'énergie. Nous n'avons pas veillé à ce que l'énergie soit partagée au même titre que nous partageons la communication via l'Internet. Alors, il semblerait qu'effectivement, nous n'ayons pas opéré ce revirement, alors qu'en Europe ou ailleurs dans le monde, où on s'opère également cette troisième révolution industrielle, nous pourrons véritablement, me semble-t-il, envisager cet Internet de l'énergie. Alors, je pense que nous avons ici toute une série de nouvelles possibilités qui s'offrent à nous. Shale gas, qu'est-ce que c'est déjà shale gas? Alors, nous avons les possibilités notamment au niveau du gaz de schiste. Nous avons toute une série de possibilités qui se dessinent. Nous avons toute une série d'entreprises au niveau des États-Unis qui veulent bien entendu promouvoir leur indépendance énergétique. Et ce sont ces personnes qui, bien entendu, élisent les représentants au Congrès. Et je pense que par rapport au gaz de schiste et autres dispositifs de ce type, nous aurons probablement au cours des 30 prochaines années toute une série de possibilités qui vont se dessiner et nous serons probablement quelque peu à la traîne si nous optons pour ce type de possibilités. Je crois qu'il faut indubitablement se dire que ce soit au niveau de Washington, de la Californie, ou que ce soit au niveau de la Chine, de l'Europe, il est important de changer les perspectives. Je crois qu'il y a toute une série de perspectives qui se dessinent à l'horizon. Nous avons des possibilités au niveau de la Californie. J'y ai des amis et j'espère qu'ils pourront faire en sorte que la Californie emboîte le pas au reste du monde. Pour cette présentation qui constitue à mon sens toute une série, ou qui a présenté à mon sens toute une série de défis. Et je voudrais savoir comment nous pourrions concilier le principe d'égalité et les principes liés à votre troisième révolution. La première et la deuxième révolution ont été drainées ou motivées, si je puis dire, par la recherche du profit personnel. Mais aujourd'hui, la concentration énorme de richesses pourrait constituer effectivement un obstacle par rapport à ce changement que vous appelez de vos voeux. Et je crois que cela rappelle la question qui a été posée par Narita. Je crois qu'il est également important de poser les bonnes questions, mais même si on pose les bonnes questions, nous savons que ces questions ont une certaine faiblesse, si je puis dire, par rapport à l'éducation ou par rapport aux messages qui sont distillés. Donc ne pensez-vous pas qu'à un certain moment, nous aurions besoin d'opérer un changement d'attitude par rapport à cette recherche du profit personnel, essayer d'avoir cela comme objectif, et puis surtout, pensez-vous que ce type de choses soit possible? Je voudrais vous remercier effectivement de m'avoir posé cette question. Au niveau de l'histoire, si vous prenez en considération la matrice de communication et la matrice de l'énergie, si nous essayons d'examiner la façon dont les choses s'organisent, on peut avoir une idée de la façon dont les choses peuvent être distribuées. Il y a des traces effectivement de tout cela au fil de l'histoire. Alors par rapport à la première et deuxième révolution industrielle, il faut savoir que nous avions un dispositif qui était celui que j'ai expliqué, puis nous avions d'autre part le dispositif au niveau de la communication avec cette approche centralisée. Donc tout était véritablement centralisé. Étant donné que nous avons eu un dispositif tels que ceux que j'ai décrits, nous avions véritablement une organisation en silo, une organisation en parallèle avec la logistique et tous les autres aspects qui étaient abordés indépendamment. Mais si nous prenons la deuxième révolution industrielle, nous avons une pyramide qui est quelque peu différente. Nous sommes tous en train de nous dire, nous, au niveau des pays développés, nous nous rendons compte qu'il faut probablement réorganiser les choses par rapport à cette première révolution. Mais il est également vrai que ceux qui contrôlent
cette pyramide sont mieux nantis, si je puis dire, que tous les autres. Nous avons bien entendu toute une série de pays qui sont véritablement à l'avant-plan en ce qui concerne ces différents aspects énergétiques. Et c'est pour cette raison que nous avons toute une série d'entreprises qui alimentent cette matrice de l'énergie, de la communication d'une façon centralisée. Et ceci représente un tiers du PIB du monde entier. Par rapport à la troisième révolution industrielle, je vous ai parlé d'un dispositif basé sur la collaboration, la distribution. Nous pourrions avoir des centaines de millions de personnes qui pourraient véritablement agir comme entrepreneurs. Comme je vous expliquais, nous partageons l'énergie, nous partageons les ressources. Et nous avons un changement fondamental qui s'opère en ce qui concerne notamment la justice économique, parce que le pouvoir ne vient plus du haut vers le bas. Nous avons véritablement un aspect de collaboration, de coopération qui entre en ligne de compte. Donc je crois que progressivement, nous verrons apparaître toute une série de nouveaux venus sur la scène. Et je pense qu'en ce qui concerne la communication, notamment au niveau de la jeune génération, ils ont la possibilité de partager davantage au niveau mondial. Et de plus en plus d'activités économiques sont partagées ou font l'objet d'un véritable partage entre les différents intervenants. Nous partageons toute une série de choses, que ce soit au niveau alimentaire, que ce soit au niveau produit, etc. Donc il y a un nouveau concept qui s'organise par rapport à l'activité économique. Et de plus en plus, nous constatons que cette activité se dessine au niveau de ces réseaux, de ces dispositifs sociaux. Je crois que ce qu'il nous faut, c'est probablement une communauté des ONG, et nous avons que c'est un secteur en pleine croissance, en plein boom en termes d'emploi. Alors, je pense qu'il y a certains éléments fondamentaux qui rassemblent cette communauté, que ce soit au niveau de la coopération ou d'autres approches qui peuvent être de mise au niveau de ces ONG. Et on s'est rendu compte que dans 42 enquêtes qui ont été menées à bien dans différents pays, on a pu constater que beaucoup de ces ONG parvenaient véritablement à susciter une prolifération d'attitudes au niveau des coopératives, par exemple. De plus en plus de coopératives dans le monde sans but lucratif, qui n'est pas véritablement, dans un monde qui n'est pas véritablement animé par un esprit de lucre. Donc nous avons constaté qu'il y avait des millions d'entre nous qui décident de collaborer, de travailler ensemble, que ce soit par le biais de coopératives, d'organisations ou d'autres dispositifs pour créer véritablement ce type d'approche. Et nous avons beaucoup de PME et d'autres qui essaient également de coopérer. Alors, bien entendu, je n'essaye pas ici de partager avec vous une vision romantique de la situation, mais cela m'amène à dire qu'effectivement, il faut aller de l'avant, cheminer avec cette idée d'une approche pérenne, basée sur la coopération et la collaboration. Donc, je ne suis pas naïf non plus. Ça fait 45 ans que je m'occupe de ces questions et je sais que le pouvoir de l'intérêt, bien entendu, est souvent un élément très très important. Et je pense qu'au fil des années, nous avons pu tirer certains enseignements. Nous parlons tous de nos petits projets individuels. C'est ce que nous faisons pour le moment. Mais il faut essayer de voir cette révolution qui s'opère pour le moment comme étant véritablement un tremplin pour la suite. Nous n'en sommes pas au terme ici d'un processus, ce n'est que la première manche, et je pense que ceci fera en sorte que l'ensemble de l'infrastructure va finalement se dessiner et se mettre en branle pour donner ces perspectives que je viens de dessiner. Alors, l'Internet, ce qui démontre à souhait l'intérêt de la thématique. Alors, je voudrais dire que je suis tout à fait d'accord avec vous concernant ce concept de troisième révolution industrielle, étant donné que je travaille depuis 30 ans dans le domaine de l'énergie solaire. Je sais que cela va coûter beaucoup d'argent. Et je voudrais savoir d'où pourrait venir l'argent nécessaire à mettre tout cela en place. Je ne pense pas que cela viendra du capitalisme parce qu'ils sont tellement gourmands que cela m'étonnerait beaucoup qu'ils aillent dans ce sens. Alors nous avons parlé je crois qu'il faudrait véritablement une révolution keynésienne par rapport à cela. Et lorsque nous voyons ce que fait la Banque centrale en Europe, pour ne citer que cet exemple,
là peut-être y aurait-il une possibilité quelconque d'obtenir quelques fonds. Donc pour sauver la planète, je pense que la valeur de l'argent n'est rien par rapport à l'ambition des objectifs qui sont les nôtres pour la planète. Alors je vais peut-être demander aux autres intervenants de poser directement leurs questions pour que M. Rifkin puisse répondre immédiatement après. M. Berger, qui est économiste et qui va être la personne qui va vous poser la question suivante. Merci beaucoup, professeur Rifkin. Je pense que votre présentation était véritablement fascinante et je crois qu'il faut opter pour ce modèle que vous venez d'esquisser devant nous. Vous avez parlé de la troisième révolution et vous avez parlé de toute une série de conséquences qui en découleraient, mais quid par exemple, de la période de temps durant laquelle nous pourrons encore tolérer ce découplage auquel vous avez fait allusion, puisque vous avez expliqué à souhait ce dispositif qui fonctionnait en parallèle. Pendant combien de temps allons-nous pouvoir continuer comme cela? Et puis, quid de l'effet boule de neige, si je puis dire, de cela, ou des retombées de cela, puisqu'il nous faut absolument agir par rapport à cela. Nous avons de plus en plus de personnes qui sont vouées à devenir riches et d'autres qui tendent à devenir de plus en plus pauvres. Et ne pensez-vous pas qu'à un moment ou à un autre, il sera nécessaire de réduire non seulement l'utilisation de l'énergie produite par unité, mais surtout aussi le nombre d'unités produites et consommées, même si nous avons ces imprimantes 3D, même si nous avons ces dispositifs qui vont prendre moins de temps, peut-être qui vont être mis en place, etc. Alors, en ce qui concerne la provenance des fonds, qui était l'objet de la première question, je pense qu'au niveau de l'Union européenne, nous avons un plan qui s'étale sur 7 ans et qui permet, nous avons 400 milliards d'euros qui sont mis à disposition au niveau de toute la thématique des fonds de développement, et ce pour la période 2014-2020. Et nous savons que pour cette période 2014-2020, il y a toute une série de fonds qui vont pouvoir être développés, que ce soit au niveau du secteur public, privé ou ailleurs. Mais le problème est le suivant. Nous avons toute une série de fonds structurels qui n'ont pas été dépensés au cours des dernières années. Alors, on n'a pas dépensé ces fonds en Italie, en Espagne et en Grèce. Il y a des régions où on n'a pas véritablement utilisé les fonds qui étaient mis à disposition, alors que ce sont des pays en grande souffrance. Alors, il y a bien entendu, je vous l'ai dit, des fonds qui vont être mis à disposition et nous avons décidé de collaborer avec toute une série de personnalités. Et j'ai pu leur dire, voilà, soyons réalistes par rapport à toute cette question. Nous avons des régions qui n'utilisent pas comme il se doit cet argent, et nous avons des fonds qui n'ont pas été utilisés correctement. Et nous savons tout simplement que certaines entreprises gaspillent malheureusement, ou qu'il y a un gaspillage malheureusement au niveau des fonds qui sont mis à disposition. Donc je pense qu'il faut veiller que lors de cette prochaine période de programmation des fonds structurels, que l'on permette à ces différentes régions de mettre en place les infrastructures nécessaires pour pouvoir justement se connecter entre régions, se connecter au-delà des frontières nationales, pour que l'on puisse justement disposer de l'infrastructure nécessaire. Alors, si nous ratons le coche, si je puis dire, au niveau de la prochaine période de programmation de ces fonds pour la période 2014-2020, eh bien, nous ne serons pas en mesure de réussir ce projet qui est le nôtre au niveau de l'Union européenne. On ne pourra pas véritablement opérer cette intégration au niveau européen si on rate le coche. C'est pour cela qu'il faut vraiment exercer la pression au niveau régional. Je pense qu'il y a une coalition qui existe au niveau européen, une fédération des petites et moyennes entreprises au niveau européen. Il y a d'autres fédérations, d'autres chambres de commerce qui sont actifs dans d'autres régions, et je crois qu'il faut que tous ensemble, on se retrousse les manches pour véritablement exercer la pression nécessaire et faire en sorte de faire avancer le schmilblick. D'autre part, nous avons des délégations qui nous ont rendu visite, des délégations du gouvernement wallon. D'ailleurs, nous avons toute une série d'éminents représentants qui ont passé quelques 6 heures avec moi, une équipe d'experts, et tous ensemble, nous avons pu constater qu'effectivement, il y avait un intérêt non négligeable qui était manifesté au niveau de la Wallonie et du gouvernement wallon, et avec toute une série d'autres régions, des régions qui
sont voisines et qui peuvent tous ensemble créer justement cette révolution. Donc nous avons eu cette longue discussion avec ces représentants de la région wallonne. Il y a quelques mois d'ailleurs, pour resituer cela dans le temps. Et il y a un plan, un master plan qui a été concocté notamment avec la région voisine de Calais et Lille pour justement essayer de voir ensemble comment créer les synergies et s'inspirer de la première révolution industrielle, de la deuxième révolution pour opérer justement une troisième révolution industrielle au niveau de l'Europe en transcendant les frontières. Donc je crois que s'il y a un leadership, et je parle ici d'un leadership politique, un leadership au niveau des ONG, au niveau de la société, au niveau de tous les interlocuteurs et acteurs, nous pourrons y arriver. Et nous pourrions probablement y consacrer davantage de temps et arrêter de se dire « Ah mais non, nous ne pouvons rien faire, nous sommes bloqués ». Je crois qu'on pourra vraiment faire avancer les choses et je crois qu'on peut également donner une certaine ampleur à ce type de processus. Je pense qu'à partir du moment où il y aura des infrastructures, on aura les emplois, on aura toute une série d'éléments qui vont se mettre en place et qui vont nous permettre d'avancer. Et cela va nous permettre véritablement d'opérer par la suite cette intégration. Et à partir du moment où nous pourrons agir de la sorte, et nous pouvons ici établir un parallèle avec ce qui s'est produit aux États-Unis, parce que nous avons pu développer dans les années 50-60, nous avons pu véritablement travailler pendant 40 ans à mettre en place ces infrastructures pour pouvoir justement développer les banlieues, la périphérie, etc. C'est ce que nous avons fait il y a quelques années. Je pense que nous pouvons reproduire ce type de dispositif ici. Nous avons l'argent, il faut pouvoir l'utiliser bien entendu à bon escient. Et puis il y a également d'autres possibilités à étudier ou à envisager, grâce notamment à cette approche de collaboration à laquelle j'ai fait allusion. Il y a bien entendu de l'argent qui n'a pas été suffisamment investi parce que personne n'a demandé qu'on investisse cet argent dans la création, par exemple, d'infrastructures qui permettraient de générer cette troisième révolution. La passion, l'engagement est là. Une fois que la passion et l'engagement sont là, sachez que l'argent arrive. Si vous présentez un plan, je puis vous garantir que l'argent arrivera. Si l'Allemagne peut le faire, si le Danemark peut le faire, pourquoi est-ce que la Belgique et les autres pays ne pourraient pas le faire? Je crois que c'est quelque chose qui est tout à fait faisable et réalisable. Et en ce qui concerne la deuxième question qui m'a été posée, je dirais que même si on peut réduire notre coût énergétique et accroître notre efficacité, c'est parfois la façon dont nous utilisons l'énergie qui pose problème et qui crée véritablement la difficulté. Alors, je vous ai parlé de la possibilité offerte par l'énergie distributive. Et bien entendu, ici, nous avons un problème au niveau de tout ce qui tourne autour de la planète et du recyclage, mais nous pouvons peut-être, via les nanotechnologies, créer de nouveaux matériaux qui vont nous permettre justement d'éviter ce type d'écueil. Et je pense que grâce à la communication, grâce aux énergies renouvelables, nous allons pouvoir progressivement, me semble-t-il, mettre en place un dispositif qui nous permettra de connecter des molécules qui pourront être disposées pour permettre, par exemple, d'envisager de nouvelles possibilités. Donc, c'est ce que j'ai dit dans un de mes ouvrages. Nous avons, au niveau du monde industriel, à notre niveau, nous devons nous préoccuper de cette question de l'empreinte écologique. Et d'autre part, nous avons 40% de la population qui a une très faible empreinte écologique, puisque je vous ai dit, il y en a qui ont une empreinte écologique relativement importante, 40%, et puis nous avons les 40% qui n'ont pas une empreinte écologique très élevée. Alors, sur base des nouvelles études qui ont été menées à bien, nous sommes posé la question de savoir, mais quelle qualité de vie pouvons-nous créer? Et toutes ces études concordent à dire, alors je suppose que dans la pièce, il y a des sociologues, des anthropologues et d'autres disciplines qui pourront confirmer ce que je vous dis. Si on vit avec moins de $2 par jour, si on fait partie de la frange la plus pauvre de la population, il est très difficile, bien entendu, d'avoir de l'empathie pour les ours polaires ou pour la diminution de la couche d'ozone. Donc, si vous avez d'autres soucis, il vous faut survivre au quotidien. Mais si on génère plus de richesses, on devient un peu plus heureux, jusqu'à un certain seuil en tout cas. Et c'est ce que démontrent ces études qui ont été menées à bien. On constate que généralement, lorsque les gens se sentent à l'aise, lorsqu'on atteint un certain seuil, toute source supplémentaire de richesse
les rend moins heureux, tout simplement parce que la possession vous possède, si je puis dire. Généralement, on attache beaucoup d'importance à tout ce que l'on possède plutôt qu'à cette notion même de qualité de vie. Donc, je crois qu'il faut, au niveau de ces questions d'empreinte écologique, se poser la question d'une qualité de vie. Essayer de se dire que cela va nous rendre plus heureux, que cela va permettre une certaine pérennité, une véritable collaboration entre nous. Et pour ceux qui sont en situation de pauvreté, ce nouveau phénomène va leur permettre d'atteindre ce seuil de confort et d'y rester. Donc ce nouveau rêve que nous ambitionnons, ce n'est pas un rêve de richesse personnelle. Ce nouveau rêve, qui est un rêve européen, qui est un rêve indien, qui est un rêve chinois, qui est un rêve commun à chacun et chacune au niveau du monde, ce n'est pas un rêve qui consiste à amasser davantage de richesse personnelle, mais plutôt d'avoir une qualité de vie. Et la qualité de vie, ça veut dire que personne ne reste à la traîne, que personne n'est oublié. Cela veut dire qu'on a un équilibrage entre le marché et les forces sociales, où l'aspect du capital social prévaut sur l'aspect du capital économique. Donc, je crois qu'en agissant de la sorte, en remettant les choses en équilibre, nous aurons véritablement une vie basée sur la qualité plutôt que sur la quantité, les possessions, et nous aurons des objectifs communs qui devraient nous permettre de créer une véritable communauté. Et c'est véritablement l'espoir que je nourris, c'est l'espoir que j'ambitionne. C'est une tâche titanesque. Je sais que c'est une tâche qui n'est pas aisée, mais je ne pense pas qu'il y ait d'autres alternatives véritablement envisageables. Je pense qu'au niveau des disciplines académiques, au niveau des disciplines du secteur de la recherche, etc., je pense qu'à travers le monde, nous devons nous aussi collaborer tous ensemble, nous poser la question de l'espèce humaine, faire en sorte que cette révolution s'opère véritablement pour que nous puissions atteindre ce niveau de pérennité que nous appelons de nos vœux.